National Boubacar Dieng, les sports Malal Junior Diagne, la revue de presse de Mohamed Ali Mouba et enfin d'édition point de vue sur le front social qui semble ne pas accorder une période de grâce au nouveau régime. Abdoulaye Diop sur la partie technique de ce midi. Bienvenue à toutes et à tous. Un nouveau drame dans les zones aurifères de la région de Kédougou. 2 orpailleurs ressortissants burkinabés sont morts asphyxiés à l'intérieur d'un des trous d'un site d'orpaillage à Kumbuturu dans la commune de Tomboronkoto. Ils n'ont pas pu sortir à temps du trou. Les corps sans vie des victimes ont été acheminés par les sapeurs-pompiers à la morgue de l'hôpital régional Amat Dansoko de Kédougou. Série d'accidents à Louga. Le bilan global est de 3 morts. Le premier accident s'est produit cette nuit suite à une course-poursuite entre deux conducteurs de moto Jakarta. Le deuxième a eu lieu vers 11h45. Il implique un autre conducteur de moto Jakarta renversé par un camion qui a déchargé sa marchandise. La victime est évacuée à l'hôpital régional de Louga. Nous y reviendrons. Le secrétaire général du SADEF, le syndicat autonome pour le développement de l'éducation et de la formation, condamne l'agression mortelle de l'enseignant Alain Kali en service à l'école élémentaire de Keur Modundiaï dans la région de Thiès. Maïsar demande que les auteurs soient arrêtés et punis par la loi. Le SADEF va observer d'ailleurs une journée école morte demain en signe de deuil. C'est un acte odieux, barbare et criminel commis à l'encontre d'un enseignant. Aujourd'hui, c'est toute la famille enseignante qui a été agressée. C'est pourquoi nous interpellons les autorités afin que toute la lumière soit faite et que le ou les auteurs de cet acte criminel soient poursuivis, arrêtés et punis conformément aux lois et règlements en vigueur dans notre pays. Les enseignants sont des hommes et des femmes de valeur qui accomplissent au quotidien un travail remarqué et remarquable pour le développement du Sénégal. C'est pourquoi ils méritent respect et considération. Et pour marquer notre solidarité à l'endroit de la famille d'Alain Kali, nous demandons à tous les enseignantes et enseignants du Sénégal, où qu'ils se trouvent, du préscolaire au moyen secondaire en passant par l'élémentaire, de faire vaquer les classes demain jeudi 23 mai et d'observer une journée de deuil national sur l'étendue du territoire. Midi, 3 minutes, l'activiste Ba Diakhaté et le prêcheur Cheikh Tidiane Ndao ont été déférés au parquet ce matin. Ils se trouvent présentement dans la cave du tribunal de Dakar, attendant d'être entendus par le procureur de la République. Tous les deux sont poursuivis pour offense à une personne exerçant une partie des prérogatives du président de la République et diffusion de fausses nouvelles. Leur arrestation fait suite à des sorties musclées contre le premier ministre Ousmane Sonko, par ailleurs leader du parti PASTEF. RFM, la radio de toute l'actualité. Direction Mbaké, là-bas le SADEF, le syndicat autonome pour le développement de l'éducation et de la formation, monte au créneau. Son secrétaire général départemental déplore le blocage des crédits DMC depuis quelques mois et interpelle les nouvelles autorités. Selon Matarsar, cette situation fait que les enseignants peinent à accéder à un logement. Il est au micro de Papa Balagué. Aujourd'hui, la quasi-totalité des agents de l'État, notamment les enseignants, est confrontée à la non-effectivité de leur crédit auprès de la direction du crédit et de la monnaie, communément appelée le DMC. Nous rappelons depuis octobre dernier, les ponctions rendant effectif le début des échéances bancaires tardent à se faire. Nous voulons une lumière sur cette léthargie et que la continuité des actions de l'État soit faite. À cette occasion, le SADEF interpelle le Premier ministre, M. Ousmane Sonko, pour que la diligence de ces prêts DMC soit faite, pour qu'au moins tous les agents de l'État, particulièrement les enseignants, puissent construire leur logement. Et c'est une préoccupation majeure du syndicat autonome pour le développement de l'éducation et de la formation, le SADEF. À Kayar, les pêcheurs artisanaux sont dans le désarroi, cela du fait de la raréfaction des produits halieutiques. Certains se sont reconvertis en agriculteurs alors que d'autres sont tentés par le phénomène de l'immigration irrégulière. Mais une lueur d'espoir tout de même qui profile à l'horizon avec le projet d'implantation de 100 000 récifs artificiels pour régénérer la mer. Cheikh Anta Diop. Ici, à Kayar, le secteur de la pêche connaît aujourd'hui beaucoup de difficultés avec la raréfaction de la ressource. La situation est telle que les pêcheurs tournent le dos à la mer et sont obligés de se reconvertir dans les activités de maraîchage. D'autres sont tentés par l'émigration clandestine. Mais Bloom, une organisation canadienne, porte un projet pilote d'implantation de 100 000 récifs
artificielle pour régénérer la ressource à Kayar. Abdou Aziz Niang, leur porte-parole. Implanter 100 000 récifs dans la mer pour les pêcheurs, pour régénérer la ressource. Lorsque ce projet-là sera terminé, nous allons faire l'évaluation. Et si les résultats sont concluants, nous voulons investir pour créer une usine pour fabriquer les récifs ici à Kayar pour les économies, les communautés. Selon le maire de Kayar, Alioune Ndoye, cette approche permettra ainsi le retour du poisson à Kayar et partout au Sénégal. Les ressources halieutiques s'amenuisent et commencent à poser d'énormes problèmes aux pêcheurs, surtout les pêcheurs artisanaux. Il y a les accords de pêche, il y a aussi les mauvaises pratiques de pêche qui ont détruit complètement la ressource. Si ces partenaires-là sont venus du Canada pour faire de Kayar une phase pilote pour la régénération de l'écosystème marin, et nous leur disons merci. Pour le maire de la localité, toutes les démarches seront faites auprès des autorités étatiques pour le démarrage effectif du projet. RFM Thiès, Cheikh Anta Diop. Lutte contre les inondations à Guédiawaye, l'association And Taxawu Gox a recensé plusieurs zones inondables dans le département. Elle prévoit des journées de curage des caniveaux et appelle les populations et les autorités locales à jouer leur partition. Salamata Ousmane Diallo. Une partie de la population de Guédiawaye continue de subir encore les effets des inondations entre odeurs nauséabondes et difficultés pour vaquer à leurs occupations. La cité Sonès en est un exemple. Seydina Diop, habitant de la localité. C'est vraiment difficile pour nous en période d'hivernage. Les eaux stagnent partout. Les vieux ont du mal à traverser les routes. Des fois, c'est nous qui organisons des cécétales pour nettoyer un peu. C'est ici où passent les voitures qui quittent Amon-6 ou Pikine pour aller à Yembol et Kermassar, et ça crée des embouteillages, ce qui est un danger également pour les enfants qui traversent. Donc nous sollicitons l'aide de l'État pour régler définitivement ce problème. Pour résoudre cette préoccupation de la population, l'association And Taxawu Gox prévoit une campagne pré-hivernale après avoir recensé les zones inondables. Amadou Diouf, membre de la dite association. Nous avons fait le point qui est en face de la mairie. Je vous dis même l'axe qui mène vers Gadaï. Là, comme je l'ai dit, quand la pluie arrive, non, c'est pas agréable à voir. Surtout que c'est en face de la mairie, hormis les maladies que ça peut susciter au niveau de la population. Et là, il y a même sur le plan économique. Pour réussir à cette initiative citoyenne, les populations et les autorités sont appelées à participer à l'entretien des ouvrages d'assainissement. Le but de cette campagne, c'est surtout de sensibiliser la population pour faire un peu de curage, de mener donc des activités pré-hivernales pour que, une fois que la première goutte d'eau tombe, soit qu'on ne connaisse pas ce qu'on a connu autant. Plusieurs zones impraticables pendant l'hivernage à cause des inondations à Guédiawaye, l'occasion est saisie pour inviter les populations à veiller à l'entretien des canaux d'évacuation des eaux. Salamatou Ousmane Diallo, Guédiawaye, Radio Futur Média. À présent, le point sur la situation du front social du secteur de la santé au transport en passant par les collectivités territoriales. Que de mouvements d'humeur si les acteurs de la santé manifestent pour de meilleures conditions de travail. Ceux du secteur des transports, eux, luttent pour leur survie. Famadion revient sur ses principales sources de tension sociale qui minent différents secteurs d'activité. Grève sur grève ou encore préavis, la source des mouvements d'humeur diffère d'un front à un autre. Les derniers à se signaler au gouvernement d'Ousmane Sonko, ce sont les agents contractuels des établissements publics de santé. Ils demandent le paiement de leurs indemnités de logement. Ce qui frustre davantage Abouba et ses collègues, c'est ce qu'ils appellent l'indifférence du ministre de la Santé et qu'ils disent avoir saisi depuis le 16 avril dernier. Au même moment, leurs collègues du SAMU national sont en mouvement d'humeur. Ils ont décrété une grève tous les mercredis et jeudis, et ce jusqu'au 15 juin prochain, avec respect des urgences primaires. Le syndicat national des travailleurs et techniciens de l'agriculture est quant à lui à son énième plan d'action depuis hier mardi. Ces syndicalistes dénoncent le non-respect d'un protocole d'accord signé avec le précédent régime. Un accord qui inclut une revalorisation salariale et une indemnité de logement généralisée. Que dire de la paralysie d'une partie du service public qui est minée par la grève des travailleurs des collectivités territoriales? Parmi les doléances, l'application de la dernière augmentation des salaires dans le public aux travailleurs des collectivités territoriales, l'effectivité de la fonction publique locale, entre autres revendications. Le secteur du transport n'est pas en reste. Le mouvement Dolel Transport, composé de conducteurs de taxi, a déposé une demande pour une marche motorisée pour dénoncer les applications
situation qui, selon eux, favorise un transport irrégulier. Au passage, la manifestation est interdite. RFM, fréquence de modulation 94.0, la radio en puissance. La mise en service du BRT, c'était mercredi dernier, une semaine aujourd'hui. Nous nous sommes rendus au rond-point du marché Sandaga, lieu de départ des taxis pour Guédiawaye. Là-bas, les chauffeurs disent sentir l'impact du BRT après une semaine de circulation. Reportage de Mouka Soumli. Moustapha Kamara, installé au volant de son taxi bicolore, guette l'arrivée du prochain client. Ce chauffeur est resté plus de 2 heures dans cet établissement sans avoir accueilli le moindre passager en partance pour Guédiawaye. Ces temps-ci, même pour avoir 4 clients dans mon taxi, c'est tout un problème. Hier, j'ai failli rentrer parce que je n'avais que 2 clients à bord. Vraiment, nous commençons à ressentir l'arrivée du BRT. Le vieux Mamoudou Faye stationne dans ce garage depuis de nombreuses années. Chauffeur de profession, il affirme ressentir les répercussions du BRT. Depuis 11 heures, je suis là à attendre des clients. Mais vous voyez par vous-même, je n'arrive pas à en avoir un seul. Peut-être que le BRT est plus rapide et moins cher. Sogui Doukouré, responsable du garage de Guédiawaye à Moussis, se tient devant son taxi dans l'espoir d'attirer de nouveaux clients désireux de se rendre à Guédiawaye. Depuis quelques jours, il constate une baisse de son chiffre d'affaires imputable à l'arrivée du BRT. On vit des moments très difficiles. On ne voit presque plus de clients. Le BRT nous impacte vraiment. Même pour avoir 2 clients, c'est la croix et la bannière. Une semaine après le début des navettes du BRT, les chauffeurs de taxi ainsi que d'autres transporteurs rencontrés affirment déjà ressentir les répercussions de cette nouvelle offre sur leur chiffre d'affaires. Des jeunes personnes handicapées sont recrutées pour travailler dans le bus rapide transit. Une bonne initiative selon le président de la Fédération sénégalaise des associations de personnes handicapées. Moussa Tiaré estime que c'est un point qui figure dans la loi d'orientation sociale. Il est au téléphone avec Awambay. Je voudrais me réjouir du fait que un certain nombre de jeunes handicapés ont été enrôlés parmi les agents du bus rapide transit BRT, ce qui, à mon avis, cadre parfaitement avec les dispositions de la loi d'orientation sociale, notamment en son article 22. Ces agents, comme vous pouvez le constater, ont pu faire correctement leur travail à l'instar des autres agents du bus rapide transit. C'est une manière de dire que si on donne des chances égales, des opportunités égales aux personnes handicapées, elles peuvent pleinement jouer leur rôle dans la société. C'est aussi l'occasion pour moi d'appeler les nouvelles autorités à penser à engager des conseillers, notamment en matière d'inclusion du handicap au niveau des ministères, pour faciliter justement cette inclusion-là et permettre aux personnes handicapées et aux jeunes en particulier d'accéder à un emploi décent. L'Alliance pour le bien-être social des aveugles de Mbour demande au nouveau gouvernement de payer les bourses de sécurité familiale avant la fête de la Tabaski. Son président insiste aussi sur la nécessité d'élargir les bourses familiales aux veufs, retraités et orphelins. Wali Birago Diouf au micro de Ndeye Matidjeng. Alliance pour le bien social des aveugles de Mbour demande au président de la République de bien vouloir maintenir le programme des bourses de sécurité familiale et d'ordonner dans les plus brefs débits des opérations de paiement, dans le but de soulager vraiment les ménages vulnérables. Parce que quoi qu'il en soit, les bourses de sécurité familiale constituent un bouffée d'oxygène pour les destinataires, c'est-à-dire les ménages vulnérables. Je connais des familles entières qui sont sorties de la pauvreté grâce aux bourses de sécurité familiale, en attendant qu'ils aient le temps vraiment de procéder à l'audit intégral du programme et éventuellement même d'élargir l'assiette des bénéficiaires à d'autres catégories sociales telles que les veuves, les orphelins et les retraités, etc., etc. Et je tiens à préciser également que sous le règne de son prédécesseur, vraiment il y a beaucoup d'acquis ont été obtenus. Des acquis sur lesquels il est hors question vraiment de revenir. Ce dont il est question maintenant, c'est de consolider les acquis, vraiment de faire plus par rapport au régime précédent. RFM, l'info, c'est ici. L'info, c'est ici.
Le concours d'entrée au Prytanée militaire de Saint-Louis, les épreuves ont démarré ce matin dans toutes les régions. Nous nous sommes rendus au centre de l'école Ibra Paye ici à la Médina. Là-bas, tout s'est bien déroulé dans l'ensemble. Reportage Nafissa Toussila. On a fait production d'écrit, épreuve de rédaction, épreuve de dictée, épreuve de texte suivi de questions. Des candidats qui viennent de plancher sur les épreuves de français ce matin. Des épreuves assez abordables ou même très abordables selon certains candidats. Oui, c'était facile. Le subjonctif présent. Ah, t'as pas appris ça? Non, parce que j'ai pas appris aussi. C'est quoi? Conditionnel passé, première fois. On a tout appris en classe. Mais c'était conditionnel passé, première fois, on n'a pas encore appris ça. Alors, c'était pas facile alors? Pour moi, c'était facile. Ah, machallah. C'était plus ou moins facile. C'était plus ou moins facile, c'était abordable. C'est pas une chose manquée qui va faire tomber toute la moyenne. Nous sommes à l'école Djaraf Ibra Paye, ex-Manguier. Ici, les salles de classe sont aujourd'hui occupées par les candidats. Les épreuves se sont bien déroulées, nous déclare le président du centre. Il est professeur d'histoire et de géographie au Prytanée militaire Charles Thiororé. Seydou Kone. 231 candidats, donc on a noté uniquement un seul absent. J'ai essayé de parler à sa famille, mais malheureusement, il y a aussi 4 ou 5 candidats qui sont venus hors centre. Ils vont composer ici. Après, je vais ramener les copies à Saint-Louis, Inch'Allah. Pour le concours qui dure juste une demi-journée, toutes les conditions sont réunies, nous confirme le directeur de l'école, Walindour. Ils ont envoyé un nombre important de militaires, 2 ou 3 dans les salles de classe, un militaire et un enseignant. Maintenant, le seul hic qu'il y a, c'est au niveau des parents qui ne sont pas bien informés, parce que vous voyez, il y a des élèves de Ziguinchor qui viennent composer ici, il y a des élèves en tout cas de Pikine aussi, et quelquefois de Mbour qui viennent composer parce qu'ils ne connaissent pas le centre. C'est les parents qui ne prennent pas les devants pour aller récupérer les convocations à temps. La région de Dakar polarise 8 centres, les autres régions du Sénégal accueillent au moins un centre et plus de 2000 candidats ont composé ce matin sur toute l'étendue du territoire, mais seulement 50 seront reçus en plus de 25 autres qui vont provenir des pays amis. RFM. L'actualité internationale. Bienvenue Boubacar Dieng. Merci Georges, bonjour à tous. L'actualité internationale que nous démarrons par la Guinée-Conakry, le FNDC qui se dresse contre toute prolongation de la transition au-delà du 31 décembre 2024. Selon son responsable des opérations et porte-parole, le FNDC va faire barrage à tout projet de glissement du calendrier de la transition dirigé par Mamadi Doumbouya. Ibrahima Diallo déclare entre autres que les membres du FNDC disent non à cette ambition comme ils l'ont fait au temps d'Alpha Condé quand il combattait le 3e mandat. Pour cela, le porte-parole réaffirme la détermination et l'engagement du FNDC à aller jusqu'au bout dans ce combat. Le Front national pour la défense de la Constitution promet d'agir contre toute tentative de prolongation de la transition militaire. Donc, le FNDC, je le rappelle, regroupe plusieurs partis politiques, des acteurs de la société civile et même des syndicats. Et nous quittons la Guinée-Conakry, direction la Côte d'Ivoire. Les obsèques d'Henri Konan Bédié ont démarré depuis avant-hier. Elles prennent fin le 2 juin. L'ex-président ivoirien est mort en août 2023 à l'âge de 89 ans. Il sera inhumé dans son fief natal de Pépressou. Oui, hier, Bogré Mambé, premier ministre ivoirien, émissaire d'Alassane Ouattara, était chez le défunt président Bédié pour présenter ses condoléances. Il a été accueilli par des membres du gouvernement et de présidents d'institutions, nous dit Gobi Ayabi dans cette correspondance. Le Premier ministre Bekré Mambé, à la tête d'une forte délégation de ministres, a présenté mardi 21 mai 2024, au nom du président Alassane Ouattara, les condoléances du gouvernement à la famille Bédié. Adama Bictogo, président de l'Assemblée nationale, institution que le défunt a dirigée pendant 13 ans, était également présent. Nous sommes venus pour exprimer à la famille notre soutien et prendre notre part de deuil. Qu'il repose en paix et que de là-haut, il confie la Côte d'Ivoire au Seigneur et que le pays soit un pays de fraternité. Au nom de son excellence, Monsieur le Président Alassane Ouattara, pour l'exprimer à la famille. Le président Henri Konan Bédié a été pendant 13 ans président de l'Assemblée nationale. En venant ici ce soir, c'est l'Assemblée nationale dans toute sa diversité, mais c'est l'Assemblée nationale qui est venu donc présenter ses condoléances. Nous sommes venus témoigner à la famille toute notre compassion.
Décédé le 1er août 2023 à Abidjan dans sa 89e année, Henri Konan Bédié, deuxième président de la Côte d'Ivoire et président du PDCI, s'en est allé au moment où son parti préparait sa convention pour désigner son candidat au présidentiel 2025. Ces obsèques ont débuté dimanche 19 mai 2024 par la présentation des condoléances à sa résidence assise à Cocody-les-Ambassades. Suivront les cérémonies d'hommage nationaux à Abidjan et à Dagro, son village natal, avant son inhumation le 2 juin 2024 à Près-Pressou, dans la stricte intimité familiale. Gobia Yabi, Abidjan, RFM. Au Tchad, Boubacar, succès Masra n'est plus Premier ministre. C'est du moins ce que l'on peut dire un peu plus de 2 semaines donc après sa défaite lors de la présidentielle du 6 mai remportée par Mahamat Idriss Déby Itno. Au pouvoir depuis 3 ans, le Premier ministre du Tchad, Succès Masra, a annoncé avoir présenté sa démission ce mercredi et nous y reviendrons sans doute dans l'édition en Wolof pour plus de détails. Georges, ainsi se referment ces actualités internationales. Merci à Boubacar Dieng. RFM Sport. Manal Junior Dian qui s'installe. Georges, bonjour. Bien installé. Tranquille, ça va. Allez, on va par la page des sports par le tournoi de l'UFOA A. Oui. Deuxième sortie des Lions U20 ce soir à Thiès. Ce sera à 19h au stade Lat Dior de Thiès. Les Lions du Sénégal visent la qualification en défiant l'équipe de la Guinée-Bissau. Les Lions qui avaient remporté leur premier succès devant la Gambie donc vont tenter de confirmer ce résultat. Comment analyser la première sortie de l'équipe nationale du Sénégal U20 dans ce tournoi de l'UFOA? Réponse de Mam Moussa Sissé. Il est le sélectionneur de l'équipe nationale A du foot féminin du Sénégal. On est en tout début de compétition, donc je pense que les équipes vont monter en puissance. Mais déjà, on sent qu'il y a une nette amélioration par rapport aux années précédentes. Il y a un travail qui se fait. Il y a des équipes qui ont encore quelques problèmes pour se mettre en place, notamment la Mauritanie aujourd'hui, on l'a vu, qui a souffert. Mais on sent qu'il y a un projet qui se met et que les gens sont en train de travailler. Je pense qu'on a un bon tournoi avec des équipes bien organisées, sur le plan tactique, sur le plan technique, des joueuses très intéressantes. Mais après, je pense que la deuxième journée va nous montrer plus le potentiel des équipes par rapport à ce tournoi. Mais je pense que c'est un bon tournoi auquel nous sommes en train d'assister actuellement. Et quelle est l'équipe qui vous a la plus impressionné depuis le début du tournoi? Le Sénégal a fait bonne impression, un match très bien maîtrisé, très sérieux. Il y a eu des buts. L'équipe du Libéria a fait un bon match. J'ai vu aussi l'équipe de la Sierra Leone. Même si l'opposition était faible, on a senti un projet de jeu. Je pense que voilà, il y a des équipes qui se mettent en place et le reste, ça va arriver dans la compétition. Coupe du Sénégal Malal, début de la phase des 8e de finale ce soir. Avec ces rencontres prévues pour cette Coupe nationale du Sénégal, Dakar Sacré-Cœur qui joue contre le Jaraaf de Dakar qui est deuxième au classement. Teungueth FC, leader de la Ligue 1 du Sénégal, joue contre l'équipe de Snaps Excellence. Jamono Fatick reçoit les HLM de Dakar. Le Casa Sport reçoit l'équipe de l'AS Pikine. C'est un choc entre des équipes de Ligue 1 et de grosses fermes donc de cette Ligue 1 sénégalaise qui vont s'affronter pour une place en quart de finale de la Coupe nationale du Sénégal. L'Europa League, on joue la finale ce soir. On joue la finale de l'Europa League avec à l'affiche l'Atalanta de Bergame qui croise l'équipe championne d'Allemagne, le Bayern Leverkusen, qui a réalisé un exploit depuis le début de la saison. Le Bayern n'a perdu aucune de ses rencontres chez Tidiane Diagne. Sacré champion d'Allemagne, le Bayer Leverkusen réalise sa meilleure saison sous les ordres de l'Espagnol Xavi Alonso. C'est la deuxième fois de leur histoire que les Allemands atteignent une finale de Coupe d'Europe après celle de Ligue des Champions en 2002 face au Real Madrid. Cette année, le club n'a pas perdu la moindre rencontre, toute compétition confondue. Un véritable exploit. En Ligue Europa, les joueurs de Xavi Alonso ont terminé en tête de leur groupe avant de sortir lors de la phase à élimination directe l'FC Karabakh, West Ham United puis la Roma. Sur 12 matchs disputés en Ligue Europa,
Europa, Leverkusen en a marqué 31 contre 10 encaissés. En face, l'Atalanta Bergame réalise aussi une belle saison, actuellement 5e de Serie A avant la dernière journée du championnat italien. En Ligue Europa, le club italien a également terminé en tête de son groupe avant d'éliminer le Sporting Portugal, Liverpool et l'Olympique de Marseille. C'est la première finale de Coupe d'Europe disputée par l'Atalanta dans son histoire. Et pour en arriver là, les Italiens ont secoué par 22 fois les filets adverses pour seulement 8 buts encaissés. Une fédération secouée, celle du Cameroun, avec ce bras de fer qui oppose la fédération camerounaise de football et le ministère des Sports au sujet du choix du sélectionneur à mettre sur le banc. Ce dernier a été amené il y a 45 jours. Il s'agit du Belge Brice, qui a été suspendu ce matin par Samuel Eto'o sur le Tcham. Le conflit qui oppose le président de la FECAFOOT et le gouvernement camerounais est loin de connaître son épilogue, puisque la FECAFOOT a annoncé hier mardi le départ du sélectionneur Marc Brice, officialisé au début du mois d'avril dernier. Une situation qui ne laisse pas indifférents les journalistes camerounais. Achille Chounsa, chef de service des sports au quotidien Le Jour, pointe du doigt le président de la FECAFOOT. Le staff technique précédent, c'est-à-dire celui conduit par Hugo Besson, avait été nommé dans les mêmes formes et procédures. On ne comprend pas pourquoi la Fédération camerounaise de football, avec en tête Samuel Eto'o, veut s'entêter et veut faire justement la bravade envers l'État du Cameroun. Comme ceci, on se pose bien la question, ce qui se passe. Tout le staff qui a été nommé justement le 6 avril dernier par un acte du ministre des Sports sur hautes instructions du président de la République ou bien de la présidence de la République. Là où on est, je ne pense pas que l'État du Cameroun pourrait reculer et justement l'annulation, pour le rappeler, l'annulation justement dont en réalité les Lions indomptables au jour d'aujourd'hui n'ont qu'un seul et unique staff technique, c'est celui nommé par le ministre des Sports le 6 avril 2024. Cet imbroglio risque d'avoir des répercussions négatives sur les prochains matchs des Lions indomptables, souligne un autre journaliste camerounais, Augustin Tatiama. C'est véritablement la confusion au moment où le Cameroun est en train de préparer 2 matchs décisifs pour les qualifications à la Coupe du Monde 2026. On se pose la question, est-ce qu'il y aura un nouveau staff à la tête des Lions indomptables? Qui va nommer ce staff-là? Est-ce que c'est le ministère des Sports? Est-ce que c'est Samuel Eto'o fils? Donc tout est confus et on attend voir. Des questions qui restent sans réponse pour le moment. Rappelez juste que le Cameroun joue contre le Cap-Vert le 8 juin et l'Angola le 11 du même mois. Des matchs comptant pour les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. C'est fini, Georges, pour les sports. Merci, Malal Junior Diagne. RFM 94.0, la radio en puissance. Une centaine d'élèves transférés vers d'autres établissements. À un mois de la fermeture des classes, les élèves de l'école Imam Abdou Ndiaye ont changé d'école pour être recasés à Imam Abdou Ndiaye 2 et 3. Sauf que selon les parents d'élèves, certaines classes ne sont pas fonctionnelles et la période n'est pas propice. Ils se sont mobilisés ce matin devant l'école. Diriger un lycée scientifique en lieu et place de l'école élémentaire. On est preneur. En principe, ces parents d'élèves ne sont pas contre ce projet. Diriger un lycée technique sur ce site abritant l'école Imam Ndiaye 1 de Bop dans la commune de Grand Dakar. Sauf qu'il faudrait attendre la fermeture des classes. Abdoulaye Ba est inspecteur de l'éducation, président des parents d'élèves. Seulement les parents d'élèves ne sont pas impliqués, ne se sentent pas impliqués. Encore moins les populations. Donc de ce point de vue-là, je pense que la première phase en principe devrait être l'appropriation de ce projet par les populations. Eux, ils ont pris les dispositions pour pouvoir démolir l'école. Outre la démarche déplorée, certaines salles de classe se servant d'alternative à cette centaine d'élèves ne sont pas fonctionnelles, ajoute l'inspecteur de l'éducation. Actuellement, les élèves ont été transférés dans les 2 écoles contiguës. C'est déjà fait? Oui, c'est déjà fait depuis hier. Après, il y a 6 cours. Il y a 6 cours de la maternelle jusqu'au C. Ça avoisine les 100 et quelques élèves. Les salles de classe qui doivent accueillir en tout cas les élèves, notamment en particulier au niveau de l'imam Abdou Ndiaye 1, ne sont pas fonctionnelles. Ce qu'on souhaiterait, c'est qu'on permette au moins aux élèves de pouvoir préparer les examens dans la quiétude. À 2 mois de la fin de cas, quand on veut déplacer des élèves, mais ça pose problème. Un déplacement inopportun qui peut impacter négativement sur la psychologie de ces enfants. Moussa Dine est aussi parent d'élèves. Mais il fallait qu'ils laissent jusqu'à la fin. Comme bientôt c'est la fermeture. Donc le fait de les déplacer, peut-être ça peut les perturber, psychologiquement, et que ce sont des enfants sensibles. En déplacement sur l'une des 2 écoles nouvelles pour ces élèves de l'école Imam Ndiaye 1, ces derniers sont en classe avec le même corps professoral et bien recasés, selon le directeur de l'école Imam Ndiaye 3, pour qui toutes les classes sont fonctionnelles et les cours pour ces déplacés se poursuivent normalement.
RFM, la presse du jour. L'autoroute de l'avenir vous offre votre revue de presse. La revue de presse de Mohamed Alimba, bonjour. Bonjour. Badiakhate déféré aujourd'hui. L'APR en bouclier. L'activiste républicain, vous le savez, il est poursuivi pour les délits de diffusion de fausses nouvelles à défense à une personne exerçant tout ou partie des prérogatives du président de la République. Il attend donc de rencontrer aujourd'hui le procureur de la République. Pour le moment, Badiakhate reste droit dans ses bottes, indique l'AS. Il a décidé de garder le silence et de ne dévoiler ses preuves que devant un tribunal. À l'origine de son audition avortée, donc, le refus de coopérer avec les enquêteurs, note sur ça. Le journal Les Échos nous dit que le téléphone de Badiakhate a été fouillé, d'autres arrestations en vue. Un focus de l'observateur sur la trajectoire de cet ancien soldat de l'armée sénégalaise. Le journal note qu'il a été dans plusieurs zones de conflit, ancien imam, aujourd'hui devenu donc activiste. Le journal Le Quotidien croit savoir que les nouvelles autorités vont amener son dossier en instruction. Badiakhate, l'imam Cheikh Tidiane Daou, risque donc d'attendre longtemps en prison. Libé informe que l'imam Daou a présenté ses excuses. Mais Seydi Gassama invite les nouvelles autorités à ne pas tomber dans le piège de l'ancien régime. Les propos de ce défenseur des droits humains sont repris par Besbi Le Jour. Pour ne pas peut-être en arriver là, la paire se mobilise. Hier, des pontes de l'ancien régime ont fait le déplacement. Ils ont fait le pied de grue devant la division des investigations criminelles. Le quotidien sucré salé donc en profite pour s'épancher sur l'article 254 alinéa 2, le bouclier du Premier ministre. Le confrère écrit que le procureur de la République avait vraiment fait ses devoirs en lisant trop bien le contenu du code pénal pour coller le délit supposé d'offense contre une personne exerçant toute ou une partie des prérogatives du président de la République. Comme le chef de l'État est protégé par l'article 80, le Premier ministre bénéficie désormais du bouclier de l'article 254 alinéa 2 du code pénal. Qui se souvient d'un détenu victime de ce délit, se demande le confrère. Sans s'en rendre compte, le ministère public valide même la thèse du duo au sein de l'exécutif avec un PM nommé mais qui a des attributs de chef d'État. Élu au suffrage universel. Un cours de TP pour les étudiants en droit, note encore la publication. En attendant de connaître donc l'épilogue du dossier, Vox Populi informe qu'Amadouba a fort à faire pour se relancer après sa défaite. Il est à l'épreuve de la réelle politique. Il doit se battre pour gagner le statut de chef de l'opposition. Amadouba entre le marteau du pouvoir et l'enclume de la paire justement à l'absence de Macky Sall qui pour prendre les rênes. Eh bien, l'AS nous dit qu'il y a Amadouba bien sûr, il y a aussi Abdoulaye Daouda Diallo en embuscade, tout comme Amadou Mame Diop, le président de l'Assemblée nationale. Cette conférence conjointe Mélenchon-Ousmane Sonko à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar et la tournure politique qu'a pris la rencontre. Première sortie du rectorat qui regrette et se lave à grande eau, selon le professeur Mbaye-Thiam, le porte-parole du recteur. Eh bien, l'attitude des militants du PASTEF et du Patriote en chef a transformé la conférence animation scientifique et culturelle en un meeting politique. Si dans cette affaire une faute a pu être commise, eh bien, elle ne serait certainement pas imputable au recteur. Fin de citation. À la une du journal Le Soleil, une semaine après la mise en service du bus Rapide Transit BRT, 200 000 passagers transportés, note le confrère. Le journal relève que pour l'instant, sur les 121 bus, seuls 40 assurent les rotations. Le Grand Roche à Petersen, Guédiawaye, Place de la Nation, Grand Médine et Grand Dakar. À lire ce reportage, voyage découverte à bord du BRT Bus Rapide Transit. Bonne nuit à tous. L'autoroute de l'avenir vous a offert votre revue de presse. Merci à Mohamed Alimouba pour cette revue de presse. Toutes nos excuses, vous n'aurez pas droit à votre rubrique habituelle point de vue. Des soucis techniques nous empêchent d'entrer en contact avec nos deux intervenants. Eliman Diouf, secrétaire général de la Confédération des syndicats autonomes du Sénégal, et Alioune Fall, chef de la division négociations et relations professionnelles au ministère du Travail. Nous nous excusons devant eux d'ailleurs. Merci de nous avoir suivis. L'info revient à 13h. Ce sera un journal en Wolof avec El Hadj Ndiogou Diène. El Hadj Ndiogou Diène qui a assuré la coordination. Merci Abdoulaye Diop qui est à la partie technique. Maïssa Mbaye à la digitalisation. Awa Mbaye, chef d'édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Bon après-midi à toutes et à tous.